Dans ce contexte difficile, marqué par la propagation de la COVID-19 en Haïti, la Fondation Louis et Ghislaine Lamotte, FLGL, continue de mobiliser des actions afin de sensibiliser la population haïtienne et tenter autant qu'elle le peut d'apporter des éléments de solution à l'indignement de cette pandémie sur le territoire national. C'est donc dans cette perspective qu'un ensemble d'entrevues et reportages sont réalisés par la FLGL avec des spécialistes en médecine naturelle et fonctionnelle afin de voir dans quelle mesure cette discipline peu exploitée pourrait-elle aider à circonscrire la pandémie, surtout dans le cas d'Haïti, étant un pays du Sud où la médecine traditionnelle n'arrive pas encore à prendre charge toute la population. Ces interventions permettront aussi d'évaluer l'avenir de la médecine naturelle à travers le monde et de réfléchir sur les nouvelles approches que l'État haïtien devrait avoir face aux phytothérapeutes. Je suis Patrick Jacques, médecin, naturopathe, nutritionniste. Je fais la chiropratie. J'ai un master en gestion hospitalière. Je suis chef de service au ministère de la Santé publique pour la médecine traditionnelle, la direction de pharmacie. Et ensuite, je suis directeur médical au centre de santé de Pierre-Païen, qui se trouve tout près de moi, oui. Et j'ai 25 ans dans la matière. La médecine naturelle ou la médecine traditionnelle haïtienne, le MTA, c'est la médecine centrale. C'est la médecine de l'indépendance, la médecine du jour, la médecine où 80% de la population n'ont pas accès au service médical normal. C'est la médecine de l'arrière-pays. C'est la médecine qui fonctionne. Bon, depuis 1998, 2000, le monde commence à se réveiller à travers la nutrition, à travers l'ostéoporose, des maladies dégénératives. Le monde commence à se réveiller pour voir que le train dans lequel ils étaient n'est pas du tout disponible, n'est pas du tout la voie qu'ils devraient suivre. Maintenant, en Haïti, c'est différent. Parce que, puisque la médecine traditionnelle se reporte surtout à l'arrière-pays, les gens sont un certain rejet. Ils ne se sentent pas à l'aise et à chaque fois que vous allez parler avec quelqu'un qui est plus ou moins lettré, ils vont vous dire, mais la médecine traditionnelle n'a pas de dosage. Tout le monde va se réveiller à ce problème de dosage qui n'est pas réellement un problème. Mais c'est la médecine qui répond réellement, parce que c'est pas la médecine symptomatique, c'est la médecine de terrain. D'accord? Et on commence à voir que la médecine de terrain, la médecine intégrale, c'est ce qui répond réellement. Parce que même si je suis spécialiste en gastro-entérologie, ou je suis spécialiste en orthopédie, mais c'est le même corps. Et chaque médicament que je vais porter va améliorer ou va détériorer le système. Ça va dépendre du terrain. Et pour cela, je dois me mettre en collaboration avec l'orthopédiste, je dois me mettre en collaboration avec l'interniste pour trouver le meilleur traitement afin d'y arriver. C'est ce que la médecine traditionnelle fait en soi. C'est la médecine qui écoute. Une consultation peut durer 1 heure de temps, peut durer 2 heures de temps, ça dépend de la personne. Vous devez écouter les vibrations qui sortent entre vous et moi, entre le patient et le médecin, pour pouvoir réaliser dans quelle voie nous allons mettre, et ensuite nous allons travailler ensemble pour pouvoir trouver le meilleur chemin de la guérison. Pour le problème du dosage, Tramil, qui a commencé en Haïti, mais qui n'a pas été reçu, est allé ouvrir son bureau et ses bureaux de recherche et ses labos en République dominicaine, a fait pour la Caraïbe et surtout pour Haïti et Cuba tout un livret pour vous dire comment vous devez utiliser les feuilles pour la pharmacologie, pour les médecins, les pharmaciens, les thérapeutes, comment les utiliser. Mais le dosage en soi, dans la sagesse naturelle, la sagesse de l'arrière-pays, je toujours dis, c'est 3 feuilles, 3 racines, pas plus. À partir de ce moment-là, le corps peut adhérer, le corps peut accepter. La quantité de rejet, de rebond qu'il va y avoir va être minime, que le corps peut absorber. C'est dans toute pharmacologie, dans tout ce qu'il y a comme essai clinique, il y a certains rebonds que le corps peut absorber. Alors, le problème de dosage en soi ne se pose pas. Seulement, il y a une paresse intellectuelle au niveau de notre profession qui
pour rejeter la médecine traditionnelle, met toujours le dosage comme problème. Mais en fait, ce n'est pas un problème. On peut faire le dosage à base de feuilles séchées, ou bien à base de racines séchées, ou puis on peut faire à base de racines vertes et de feuilles vertes. La différence sera de 10 ou 15 milligrammes, pas plus que ça. Mais le corps s'adhère à 2 ou 3 plantes, pas plus que ça. Et tout thérapeute naturel savent que ils ne peuvent pas dépasser 3 plantes pour pouvoir trouver la solution ou rétablir, premièrement, le système, parce ce sont les lois, les principes, il y a le rétablissement, il y a le raffermissement, et ensuite, il y a la guérison. Le problème de dosage, c'est pas le dosage, c'est le problème de mixage. Tout ce qui est bon provoque une certaine quantité de désordre. Parce que tout ce qui est bon, on a toujours tendance à abuser. Et par exemple, les gens qui souffrent d'hypertension peuvent utiliser les feuilles d'amande, les feuilles de corossol, citronnelle et autres. Mais on vous donne une liste, mais on vous dit pas de prendre tout ce qu'il y a dans la liste. Mais ici, ce que je vois, et surtout pendant la COVID-19, les gens sont fait un bouillon de feuilles. Ce cocktail-là est dangereux. C'est pas le dosage, mais c'est le cocktail, c'est l'ensemble des principes actifs à travers ces feuilles-là qui vont agir dans plusieurs sens. Et à ce moment-là, les réactions qui vont se détacher, c'est que vous allez avoir de nausées, vous allez transpirer, et vous allez perdre la connaissance parce que le taux de sucre que vous avez va diminuer ou va augmenter, ça dépend de la personne. Pour cela, quand vous avez des problèmes de santé dégénératifs comme diabète, arthrite, cholestérol, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des plantes que vous ne pouvez pas prendre, mais aussi il y a des plantes que vous devez prendre et que vous devez savoir comment les préparer. Soit en tisane, soit en décoction, soit en extrait, soit en sirop, soit en tablette. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un institut qui fait des recherches, mais aussi il faut qu'il y ait aussi des labos, des jeunes qui sont dans la génétique, qui sont dans les laboratoires, qui étudient. Il y a tant de jeunes qui terminent le laboratoire qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Mais je le dis que cette nature haïtienne malgré la détérioration qu'il y a, mais encore qui ouvre son trésor, on peut commencer par là, et puis on peut prouver au monde ce que nous pouvons en faire. Mais il faut que l'État cesse de minimiser cette médecine-là. Par exemple, je vous dis que je suis chef de service, mais je ne devais pas être chef de service. C'est la direction de pharmacie, des médicaments et de la médecine traditionnelle. Alors, il y a 2 directions dans une seule direction. Alors, on a réduit la médecine traditionnelle à un service, et le service à une seule personne pour toute la République. C'est pas possible. Malgré toutes les demandes depuis 10 ans, on est toujours réduit à une seule personne. Et est-ce que nous pouvons couvrir toute la République et tout ce qu'il y a à faire avec une seule personne? Non. Et les principes de la pharmacologie moderne ne coïncident pas avec les principes de la pharmacologie naturelle. Alors, il y a toujours une synergie qui n'est pas dégagée. Pour cela, il faut relever, premièrement, la première chose, sortir de la médecine traditionnelle là où elle est, sous la direction de la pharmacie, mettre une direction de la pharmacie et une direction de la médecine traditionnelle, ou créer un institut national avec un fonds qui soit capable de générer des revenus et qui soit capable d'être indépendant, qui soit capable d'être autonome. Ça doit être scientifiquement, ça doit être un management ouvert, transparent, et puis ça doit produire des bénéfices après les 3 années d'investissement. Ça, je suis clair là-dessus. Et si nous allons dans cette voie-là, la République dominicaine a commencé à le faire, Cuba a commencé avec le protocole de Nagoya, il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des institutions qui sont là, mais Haïti n'a pas encore signé ce protocole-là qui termine en 2015. Qui termine en 2015. Sinon, nous allons perdre ce train. Il faut que nous ratifions. C'est pourquoi les élections qui vont venir sont très importantes. Ça fait de la politique.
il faut que nous ratifions ces protocoles-là pour que notre médecine traditionnelle puisse rentrer. Parce que si quelqu'un vient avec une caméra, ou fait une photo, ou prend une feuille et s'en va, la traçabilité doit être suivie. Parce que maintenant, tout est numérique. On doit savoir d'où viennent ces feuilles-là. Et à partir de ce moment, les bénéfices vont revenir à la région où elle a été prise. Tout ça est dans le collimateur que nous devons travailler rapidement pour que, avec les connaissances, avec les personnes que nous avons, soit à l'Université d'État d'Haïti, soit dans d'autres domaines qui se trouvent aussi à l'étranger, nous puissions mettre toute cette connaissance, toute cette aide ensemble pour pouvoir donner à ce trésor que nous avons la valeur qu'elle mérite. J'aime bien cette question et j'ai anticipé la réponse tout à l'heure pour dire que la médecine traditionnelle ne s'occupe pas des symptômes. Les symptômes, et dans tout ce que vous allez voir et sur l'internet, parce que tous les symptômes se répètent dans presque toutes les maladies qu'on connaisse. Nausées, vomissements, picotements. Si vous allez traiter les symptômes, vous n'allez jamais traiter le terrain. La médecine traditionnelle s'adresse premièrement à la constitution de la personne, son environnement. D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous avez mangé? Comment vous avez vécu les 5 dernières années? Je dois savoir comment ça a été. Est-ce que vous avez été opéré? Et quel type de problème qui s'est révélé? Quelles sont les analyses, la glycémie et tout ça? À partir de cette globalité-là, maintenant, je peux comprendre comment est le terrain. Si c'est un terrain allergique, si c'est un terrain acceptable, si c'est un terrain minable, si c'est un terrain pauvre, qu'est-ce que je dois faire en soi? Émotionnellement, ce que la médecine traditionnelle avait toujours prôné, que la portée émotionnelle est importante, que aujourd'hui on est en train de mettre la santé émotionnelle mise en garde, et on est en train de relever aussi à partir des études des grandes universités pour voir si la santé, ça dépend de comment vous percevez la vie, vos conceptions de la vie. Et ça va réfléchir sur votre santé. Et je dois tout mettre. L'environnement, votre vie familiale, ce que vous mangez, comment vous dormez, votre travail, quels sont les stress que vous gérez. Les gens me disent, je n'ai jamais de stress. Mais quand nous évaluons, moi, je ne savais pas que c'était le stress, ça. Alors, tout ça, c'est ce qu'adresse la médecine traditionnelle. Et à partir de ce moment, j'ai un bilan. Et à partir de ce bilan, vous et moi, nous allons travailler ensemble. À partir du moment que vous laissez le cabinet, vous laissez la salle de consultation, vous laissez le MAPU, vous laissez le renfort, vous devenez votre propre médecin. C'est pourquoi dans ce livre que nous avons fait pour la COVID-19, nous avons déterminé que le patient devient un collaborateur avec le médecin. Il est un co-médecin. Et il se prend en charge. Et à partir de ce moment, la santé va s'améliorer. C'est mon droit. Je dois l'approprier. Je dois le maintenir. Je dois vivre pour que ma santé soit meilleure. Ça ne dépend de personne. Ça dépend de moi et de moi seul. Pas même du médecin. Parce que les gens ici ont peur d'aller chez le médecin. Et surtout les hommes haïtiens ont peur d'aller chez le médecin. Et c'est quand la chose se détériore dans les phases finales, c'est à ce moment-là qu'il se présente et c'est trop tard. À ce moment-là, la médecine traditionnelle ne peut pas faire grand-chose. Dans la phase finale, c'est très difficile de redresser, c'est très difficile de réhabiliter, c'est très difficile de rétablir la personne. Mais on peut y arriver. On voit tous les cas, sida, cancer, mais pour le cancer, c'est très difficile en Haïti parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous manquent. Nous n'avons pas suffisamment de laboratoires, nous n'avons pas suffisamment de matériel disponible pour travailler. C'est là notre vision, avoir un Institut national de recherche et de développement de la médecine traditionnelle haïtienne qui va nous permettre d'utiliser ce que nous avons de ressources, soit maritimes, soit minérales, soit animales, et soit phytothérapiques, pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Encore, c'est ce qui a provoqué le remous, et ce matin, depuis hier, l'OMS l'Afrique a apporté le 2e coup à l'OMS.
Le premier coup, c'était permettre que l'OMS puisse accepter la médecine traditionnelle. Les Chinois ont fait leur poids, le Vietnam aussi ont fait leur poids, mais l'Afrique a apporté beaucoup plus et l'OMS a accepté et a créé un programme de développement de la médecine traditionnelle jusqu'à 2025. C'était 2015, 2025. Mais hier, pour la première fois, l'OMS a accepté de mettre la médecine traditionnelle au niveau technique. Maintenant, ils vont permettre à ce que les recettes que nous avons soient testées scientifiquement comme ils le veulent. Mais je prends toujours ça entre parenthèses. Ça va dépendre des intérêts qui s'y trouvent derrière. Mais nous, maintenant, c'est ce qu'il faut faire, c'est permettre à ce que nos connaissances, les connaissances traditionnelles, qui se trouvent dans le bassin de la Caraïbe, parce que Haïti est connecté sans le vouloir culturellement, nous n'avons pas parlé de la culture, culturellement, environnementalement, est connecté avec toutes les Antilles. Et les Antilles nous regardent, ils nous demandent qu'est-ce que nous avons fait. Et notre savoir-faire dépasse notre capacité de voir, dépasse notre capacité en tant que économe de la santé, en tant que planificateur, en tant que gestionnaire en santé publique, de planifier pour Haïti, parce que notre économie, notre vision et notre culture n'est pas quantitative. Alors maintenant, il faut mettre la médecine traditionnelle à un niveau où qu'elle soit quantitative. Elle est qualitative parce qu'elle répond aux besoins de la population. Pas tout, parce que ce que je viens de dire, il y a une question de terrain, il y a une question d'alcool aussi, il y a une question nutritionnelle aussi qui joue, surtout dans l'arrière-pays. Mais en fait, si la population haïtienne n'est pas décimée par la COVID-19, c'est que la médecine traditionnelle a pu apporter son point sur lui. Comme je l'ai toujours dit, c'est 18 millions de tasses de thé par jour. 18 millions de tasses de thé d'armoise, AV et autres qui étaient dans nos recettes traditionnelles que nous avons pu tirer de ce trésor et nous avons demandé à la population de prendre soin. La bataille n'est pas encore terminée. Je crains une deuxième vague. Mais nous avons encore de l'arsenal pour pouvoir utiliser et nous travaillons là-dessus pour voir les complications qui viennent avec cette deuxième vague-là et comment y répondre. Mais c'est l'éducation. Il faut que la médecine traditionnelle fasse partie de l'éducation sanitaire de la population haïtienne. Pour que l'État haïtien puisse aider la médecine traditionnelle, c'est pourquoi il faut qu'il y ait une direction. Nous avons déjà fait les tentatives, nous avons déjà déposé les rapports. C'est sur rejet au plus haut niveau. On ne peut pas reconnaître officiellement la médecine traditionnelle, mais sournoisement, tout le monde utilise leur thé, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde va se baigner dans les bassins dans les bassins zines, dans les cascades. Mais c'est ce trésor-là que nous avons. L'OMS a fait le plan de développement de la médecine traditionnelle dans lequel Haïti se trouve, entre l'Afrique et la Caraïbe, 2015-2025. On est en train de préparer 2025 pour 2035. J'ai parlé tout à l'heure du protocole de Nagoya, mais les phytothérapeutes haïtiens ont proposé à l'État, au ministère de la Santé publique, un moyen d'y procéder. Nous allons prendre les plus anciens, par exemple les bocaux, les wangans, les matrones, les accoucheuses, les rebouteurs, des gens qui comptent moyen, qui comptent placer os. Il y a des gens qui sont spécialisés, soit à Jacmel. Ce sont des connaissances, d'accord, que le protocole de Nagoya est en train de récupérer. Ce sont des connaissances qui ne se trouvent pas inscrites dans les livres, mais ce sont des sagesses. Mais ces gens-là, on peut leur donner une facilité. Ce qu'ils demandent, une reconnaissance officielle, pour leur donner l'apogée et la statue de personnes sages dans la zone. Une fois qu'elles aient cette reconnaissance-là, ils vont participer, ils vont aider à élaborer. Nous avons commencé dans les zones de Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, pour moi, c'est une mine, et c'est à la hauteur, et dans les montagnes, il y a des plantes que nous ne trouvons pas dans les vallées, et ça peut... Nous avons fait ça. Nous avons fait ça avec les anciens, nous avons fait des vidéos.
nous avons demandé les plantes pour quel type de maladie. Ça, c'est la connaissance qu'il faut récupérer. Pour cela, l'État doit ouvrir la porte. Nous sommes trop sceptiques, nous sommes trop fermés aux nouvelles technologies. Et ce qui se passe maintenant avec la Chine, ce qui se passe maintenant avec l'Inde, qui fait un travail extraordinaire. L'Inde nous a invités cette année-là, je crois, en septembre, fin septembre, à un symposium international sur la médecine traditionnelle, avec toute leur technologie, avec toute leur industrie, à base de Nîmes. Il y a des pâtes, des savons, des parfums, la phytocosmétique aussi, c'est extraordinaire. Il y a un autre symposium qui se trouve en Europe maintenant, c'est pour le mois d'octobre. C'est tout ce qu'il y a de cosmétique à base de plantes. Mais nous devons suivre les normes internationales. Pour cela, si Haïti ne participe pas, si nous sommes en retard, si l'État ne veut pas nous ouvrir les portes, ce sont les privés, les gens qui font leurs petits efforts. C'est pourquoi vous allez voir, ce rejet-là, la présentation des produits naturels ne sont pas acceptables. Mercantilement, c'est pas acceptable. Alors, pour cela, nous devons déployer toute une industrie d'emballage, de management, tout ça. Il faut éduquer et il faut que l'État puisse nous donner, est-ce que je peux dire donner, seulement nous ouvrir l'opportunité. Il faut que cette porte d'opportunité, enlever les barrières. D'accord? Il faut que ce soit un secteur open for the business. Open à tout ce qui est d'extraordinaire, à tout ce qui est de talent, à tout ce qui est de finance, pour pouvoir être à la portée et pour pouvoir compétir en compétition avec le monde. Prenons par exemple les feuilles de cloche que vous trouvez par exemple à Thomas. C'est une aubaine que la nature nous a accordée. Tout le monde a peur des feuilles de cloche. Dans les cas d'épileptique, dans les cas de diabète, ça peut aider. Mais il faut étudier, il faut travailler, il faut faire la décantation, il faut soit en poudre, soit en tablette, soit en gélule, soit en huile. On pourrait faire. Mais maintenant, il y a autre chose. Je crois que le Premier ministre Lamotte était à Cuba. Quand je suis arrivé à Cuba, je leur dis, mais nous avons besoin de plans de travail. Il dit, bon, mais nous avons envoyé ce plan déjà à Haïti. Nous sommes prêts à vous aider. Mais ce plan est resté à la primature, on ne l'a jamais trouvé. On ne l'a jamais retrouvé. Maintenant, le Canada est en train et à partir de ce moment-là, on a fait avec la Jamaïque aussi, sur la marijuana. On ne parle plus de la marijuana, on parle de hemp oil, hemp seed. D'accord? Ce sont des plantes médicinales qui guérissent le cancer et les maladies arthrites, arthrose, les maladies cervicales et autres. Le Canada a déployé une stratégie pour 2013-2020 dépassant les 3 milliards de dollars de bénéfices par an. Nous avons la meilleure marijuana, nous avons le meilleur terrain, nous avons la vallée de Saint-Michel de la Talaye, qui est une vallée qui pourrait produire à peu près, si nous prenons 10 hectares seulement et nous cultivons ce marijuana-là, nous pouvons produire l'huile, nous pouvons produire tout ce qu'il y a, même le rejet peut être distribué dans les jardins pour faire la culture. Ça, c'est une opportunité. Je pourrais parler du vétiver aussi, qui est une autre chose. Il y a le basilic, il y a le thym, il y a le gros thym. On pourrait commencer de la manière la plus simple pour arriver à développer cette médecine jusqu'à ce que nous soyons à la façon compliquée. Pour cela, maintenant, aujourd'hui, en ce 21 septembre 2020, ce que nous devons penser en tant qu'institut, en tant que personne qui se trouve à la tête comme pionnier, c'est créer un comité scientifique, surtout sur la phytogénétique. Parce que c'est très important. Si nous perdons cette capacité-là, nous perdons tout le trésor. Parce que n'importe qui peut venir et prendre avec n'importe quel appareil et savoir comment utiliser la décotation en phytogénétique. Ils vont dans le laboratoire, ils produisent, ils font tout.
et ce sera toujours perdu dans la nature. Il faudra beaucoup de recherches, aller au tribunal international pour pouvoir trouver les bénéfices, parce que les bénéfices doivent être partagés maintenant. Alors c'est ce que je dois dire, je dois divulguer pour que l'État haïtien puisse comprendre que ce n'est pas une médecine terre à terre, c'est pas une médecine de racines, même si c'est Mabi. Mais Trinidad nous demande 20 tonnes de Mabi par année, mais nous ne pouvons pas produire de Mabi. L'Inde m'a demandé 30 tonnes de lani pour faire des produits pour d'amaigrissement, mais nous ne pouvons pas leur donner 1 tonne. C'est ça, il y a demande, il y a tout ce qu'il y a. Si vous allez au ministère du Commerce, et vous allez voir la liste de demandes. Et je dis toujours une chose, faut attirer les autorités haïtiennes. Nous avons 70 espèces de demandes, 70 espèces de parfums différents. Alors, si vous prenez ces parfums-là et pour la nutrition, seulement pour les aliments, pour le yogourt, pour les cheveux, soit pour la peau, regarde ce que Yves Rocher a fait avec le bambou, avec la carotte et tout ça. Si nous prenons ces parfums-là, nous pouvons les distiller, nous pouvons les mettre en bouteille. 10 cc de parfum, c'est à peu près $1000 US. Vous voyez combien d'argent, combien, même si vous ne pouvez pas donner une grande quantité de personnes, mais la chaîne va distiller ces bénéfices-là. Mais nous aurons des millionnaires, des jeunes qui sont millionnaires dans 5 ans, dans 6 ans. C'est ce que nous avons besoin pour que ce pays puisse avancer. Haïtiens, Haïtiennes, professionnels, dirigeants de ce pays. Une fois de plus ce matin, je vais vous dire que cette médecine traditionnelle qui est nôtre, qui est notre backbone, qui est notre colonne vertébrale, qui est notre base en tant que nation. Jusqu'à présent, nous résistons à beaucoup d'épidémies, nous résistons à beaucoup de dangers. Nous résistons à beaucoup d'envahissements microbiens et bactériologiques grâce à cette médecine. Elle est sale peut-être, elle est laide, elle est mal présentée, elle est mal vendue, certes. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège et nous avons l'opportunité de rendre à ce pays ce qu'il nous a donné. Non seulement l'État, mais le privé peuvent venir aussi, s'unir ensemble, privé, PPT, travailler ensemble pour pouvoir donner à ce domaine l'éclat qu'il faut. Nous avons parlé du vétiver, nous avons parlé du bambou, nous avons parlé de la loi, nous avons parlé du mabi, des noix de coco qui disparaissent, par exemple. Ça, aussi, la médecine traditionnelle n'est pas seulement pour les humains, c'est aussi pour les animaux. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire. Les EM, les céramiques, on peut faire beaucoup de choses avec les bagages de canne que nous sommes en train de rejeter, avec les feuilles de hemp, de marijuana. On peut faire des blocs pour faire des maisons pour les gens qui ont des problèmes mentaux, par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut créer un système d'environnement aussi capable de rendre ce pays qui est si maltraité, avec autant de poussière, avec autant de facteurs, permettre que ces facteurs puissent se convertir en argent. Ce sont pas des investissements grossiers qui demandent des millions. Oui, il y en a qui demandent des millions, mais il y a des investissements simples. La confrontation que nous allons avoir et que nous voulons toujours éviter, il n'y a pas de médecine conventionnelle, il n'y a pas de médecine traditionnelle, il y a une synchronisation. Le médecin qui n'a jamais été formé en médecine traditionnelle, en phytothérapie, en nutrition, ne peut pas comprendre l'approche de la médecine traditionnelle. Mais quand nous arrivons à faire des échanges scientifiques avec les données, avec tout ce qui est disponible dans ce monde aujourd'hui, on peut faire des merveilles. Il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui sont conventionnels, qui sont en train de se préparer pour devenir les deux à la fois, ou pratiquer seulement la médecine traditionnelle. C'est toute une merveille, c'est toute une merveille, c'est toute une réalisation, c'est toute une symphonie, c'est toute qui est encore inachevée, comme dirait Paulo Iglesias. Mais
nous devons terminer cette... Moi, je l'ai vécu dans ma peau, je l'ai vécu, j'ai fait deux accidents très graves. Jusqu'à présent, je me débat avec mon genou et mon tibia qui a été disloqué. J'ai à peu près 19 clous dans mon genou. Mais c'est grâce à la médecine traditionnelle, grâce aux plantes, parfois pour diminuer les douleurs, pour diminuer les contractions, pour pouvoir marcher. Après 6 mois, j'ai commencé à marcher. Mais jusqu'à présent, avec les massages, avec la physiothérapie, j'y arrive encore. Il y a 20 000 cas d'accidents de motocyclette par année qui sont pratiquement, ce sont des cas qui sont récupérés à travers la phytothérapie. Même si l'État ne veut pas, mais à travers la phytothérapie, on peut mettre la médecine traditionnelle à côté de la médecine conventionnelle pour faire de ce pays ce qu'il doit être. C'était un plaisir pour vous et pour moi de partager notre petite connaissance ensemble et puis pour voir la lumière qui va se rayonner si nous nous appliquons réellement à faire de cette médecine la nôtre. C'était encore un plaisir pour moi d'être ici à la Fondation Louis et Ghislaine Lamotte pour l'opportunité qu'ils nous donnent de transmettre notre connaissance et aussi leur appui pour la médecine traditionnelle. Nous leur souhaitons une grande route et une collaboration dans le futur qui sera bénéfique pour tout le monde. Merci.